Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, Patrick, Roger, vous êtes pardonnés, c'était passionnant et donc voilà, ces 2 minutes de retard vous sont accordées. Nous allons tenter de nous mettre d'accord ce matin avec Jean-Luc Benamias. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Vous êtes ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, vous êtes également membre de la Ligue des droits de l'homme. Alex Darmon, journaliste politique. Bonjour, vous animez une chaîne de débat sur YouTube, Les Indécis. Geneviève Gotzinger, présidente de l'agence Image avec 2G. Bonjour Geneviève. Bonjour, vous êtes communicante, spécialiste en communication politique, et Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine. Bonjour à vous. Bonjour. Macron assume son impopularité. Vous l'avez peut-être entendu sur notre antenne. Hier, Jean-Jacques Bourdin était à Ganges et il a interviewé le président de la République. Il a évoqué cette impopularité. On va revenir sur les annonces qui ont été faites pour les enseignants. Il y a un dessin assez drôle qui circule sur les réseaux où on voit Pape Ndiaye marcher sur un fil avec en balancier Emmanuel Macron sur le balancier. Et c'est vrai que c'est un numéro d'équilibriste si on en croit les annonces qui ont été faites hier. Et puis la fin du retrait des points pour les petits excès de vitesse. On verra si on a le temps de traiter tous ces sujets. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Alex, on commence avec vous, Alex Darmon. Non, c'est sur le coup de gueule pour le coup de Blanche Gardin qui a refusé hier de jouer dans la série à succès, le programme de flux à succès LOL. Qui ressort, où vous avez plusieurs personnalités qui passent ensemble une journée et le but c'est de faire rire l'autre pour gagner. Et elle a refusé. Qui est diffusé sur Amazon Prime. Exactement, vous avez raison, qui est diffusé, c'est important, ça c'est important. Ouais. Qui est diffusé sur Amazon Prime. Et hier, Blanche Gardin a annoncé dans un post avoir été contactée pour participer à l'émission et a refusé d'y participer. Et elle explique pourquoi. Elle explique que c'est parce que, alors, elle a refusé de gagner 200 000 euros. Elle donne le salaire qu'on gagne pour une journée. Une journée, 200 000 euros. Alors, c'est pas tout à fait une journée, parce que en vérité c'est une journée, c'est peut-être 3 jours au final, mais c'est une journée parce que vous tournez une journée entière dans les studios. Mais après vous avez, je crois, 2 jours et demi de préparation avec les équipes, et donc elle a refusé de participer en disant que ça lui faisait, que ça la gênait, c'est ces termes, que ça la gênait de gagner 200 000 euros en une journée pour faire ça, et que surtout elle ne voulait pas être payée par Amazon pour pouvoir participer à ce genre de programme. Amazon qui ne paye pas ce qu'elle dit, ce qu'elle explique dans son poste, ses impôts en France. Donc voilà, c'est un coup de gueule qu'elle a lancé. On peut être d'accord. Alors ça a fait la polémique. Moi au départ j'ai trouvé ça courageux, et puis après en réfléchissant, effectivement il y a des gens qui lui disent faites-le et donnez les 200 000 euros à une association. Mais non, mais en fait ce qui se passe c'est que dans le programme, c'est ce qu'elle explique aussi, et c'est intéressant, c'est que vous jouez pour une association, et si vous gagnez, le gagnant peut donner 50 000 euros à son association. Donc en fait on donne 50 000 euros à son association d'un côté, et si on gagne 4 fois plus à titre personnel. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Vous pouvez toujours donner ce que vous gagnez personnel. Non, mais bien sûr, mais je dis pas qu'elle a raison, qu'elle a pas raison, je dis juste simplement que c'est entendable ce qu'elle raconte, et c'est compréhensible. Et puis c'est bien aussi que vous ayez des artistes qui se prononcent pour ce genre de choses. Après, Blanche Gardin, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est vrai qu'elle est toujours un peu borderline sur plein de sujets. Elle avait refusé il y a quelques mois d'être décorée parce que c'était c'était contre ses pensées. Elle avait fait aussi, ça n'a rien à voir, mais quand même, elle avait fait une remarque sur Samuel Paty, rappelez-vous, au moment de sa disparition, en faisant une blague quelques heures après. Bon, voilà. Sur le Covid aussi. Sur le Covid. Moi, j'ai toujours un peu de mal. Je comprends ce qu'elle fait, mais j'ai toujours un peu de mal avec le côté. Je suis pas d'accord et je vais dénoncer les autres. Et parce qu'en fait, elle met aussi tous ses copains qui ont participé dans l'émission aujourd'hui dans une forme de justification qu'ils doivent apporter. Pourquoi ils ont participé, pourquoi ils ont rien dit. C'est se donner un petit peu le bon rôle. Elle aurait pu juste dire je le fais pas, et puis être en accord avec elle-même, et on passe à autre chose. Oui, elle dit effectivement, elle énonce, elle dit que Amazon va tuer le cinéma, etc. Enfin, un certain nombre. Vous avez vu passer ça, oui, Georges? Oui, j'ai vu passer ça, et je suis, en fait, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est très très bien ce qu'elle a fait. D'ailleurs, c'est ce que Alex Darmon vous disiez juste avant. Et en fait, c'est son rôle aussi. Elle a une portée, sa voix porte. Et Valérie, je suis pas d'accord. Les gens qui disent qu'elle aurait dû donner l'argent. Mais c'est bien qu'elle dénonce aussi, parce que je rappelle quand même ce qui s'est passé tout au long du 19e siècle, c'est la construction de l'État français, avec le transfert de la charité des dames patronesses bourgeoises vers l'impôt
qui organise de manière égalitaire la distribution de cet impôt. Alors, non, c'est très très bien que les grandes entreprises, en particulier comme Amazon, qui ne payent rien en France, payent des impôts, afin qu'on ait de l'argent pour les écoles, les crèches, que sais-je. Et c'est pas aux gens plus riches de décider si je vais donner un peu. Non, mais je dis pas je parle de la critique qui a été faite par. Je dis pas qu'elle a tort. Ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez avoir raison, et elle a raison de dénoncer dans ce cadre-là. Après, il y a 2 poids 2 mesures aussi. C'est-à-dire qu'elle prend l'argent de Bolloré quand elle dénonce. Et elle a raison, elle fait ce qu'elle veut sur Canal+, sur sa série, mais on n'entend pas parler des problèmes de ce que fait Bolloré, par exemple en Afrique. C'est ça que je veux vous dire. Vous voyez ce que je veux dire? Après, je dis pas qu'elle a tort. Bien au contraire, je trouve ça pertinent. C'est aussi ça un artiste, c'est effectivement de dénoncer les choses. Donc, elle dit donc, ça me gêne de toucher pour 8 heures de travail cette somme affolante. Je trouve que l'information, c'est aussi celle-là. C'est qu'on puisse payer 200 000 euros. Et ça, vous me disiez, Alex, que c'était pas le salaire le plus élevé. C'est pas le salaire le plus élevé. Qu'on a évoqué 300 000 pour certains, 300 000 euros pour une journée de travail. C'est vertigineux. Et donc elle dit Amazon ne paye pas ses impôts en France, bénéficie même d'1 milliard d'euros de crédit d'impôt alors qu'elle fait 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qu'elle émet 55 millions de tonnes de gaz à effet de serre, qu'elle utilise la main-d'œuvre des camps de concentration ouïghours, qu'elle détruit le petit commerce, que les emplois qu'elle crée, etc., etc. Tout ça pourquoi? Pour qu'on puisse commander des couches pas chères depuis notre canapé. Je ne dirai pas la suite. Allez lire son poste et voilà. Jean-Luc Benamias, vous en pensez quoi? Je pense que son texte est très joli et qu'il est pas mal fait. Et qu'elle dénonce effectivement, tu viens de le dire Valérie, un certain nombre de choses. Elle a juste je peux rajouter à cela que les territoires sur lesquels s'implante Amazon, c'est vrai que ça crée de l'emploi. Bon, quel emploi ça crée? C'est très compliqué. Et c'est des territoires généralement agricoles. Qui sont pris sur des plaines agricoles, qui font que on implante un peu partout en France dans des zones qui ne sont pas des zones commerciales habituelles, des grandes zones d'implantation d'Amazon. Voilà. Elle a ses positions, elle ne s'en cache pas. On l'a déjà vu sur plein de grandes émissions où elle dénonce un certain nombre de choses. Bon, voilà. mais ce que dit Alex, c'est juste aussi sur le 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on travaille pas pour Bolloré. Dans ce cas-là, on fait pas. Voilà, faut assumer peut-être jusqu'au bout. Chacun a ses propres contradictions. Ses combats, ses contradictions. Et en ce qui concerne Blanche Gardin, son talent aussi quand même. Juste une chose, on peut pas dire qu'Amazon ne paye pas d'impôts en France. Ils en payent pas à la mesure de ce qu'ils devraient en payer. Mais dire qu'ils n'en payent pas en France, c'est pas vrai non plus. Ils en payent. C'est certain qu'il y a vraiment du travail à apporter. Il y a un débat, et vraiment. Le pourcentage. Comment? Alex, oui, mais je suis complètement d'accord avec vous, Jean-Luc, au pourcentage. Effectivement, ils ne payent pas assez, mais dire qu'ils ne payent pas sur les sociétés en France. Faut faire attention parce que ça voudrait dire qu'ils payent rien et qu'ils travaillent librement. Et Stéphane nous dit 80% des vendeurs Amazon sont des petits distributeurs. Bon, on va clore cette. Non, vous voulez ajouter quelque chose? Je sais pas d'où on sort ce que 80% sont des petits distributeurs, ça veut dire quoi? Que ce sont des petits marchands. En fait, Amazon est une plateforme. Si vous voulez acheter, je sais pas. C'est comme quand vous achetez à manger en ligne, en fait. Vous avez plein de restaurants, là vous avez plein de magasins. Vous avez plein de magasins qui sont affiliés à Amazon pour être distribués. C'est pas que. C'est totalement à vérifier. À vérifier. Pourcentage, on ne sait pas, mais je ne sais pas. Alors, pas de relance, me dit-on. Donc, on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h, on continue notre tour de table. Alors Stéphane, qui est un auditeur fidèle et pointu, me dit Amazon ajoute environ 2000 nouveaux vendeurs par jour et compte actuellement 9 600 000 comptes de vendeurs sur ses 19 places de marché. Voilà, c'est une petite précision. On continue. Geneviève, vous, c'est une interrogation. Je ne sais pas si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule. En fait, c'est un peu les deux, en fait. Bruno Le Maire va être invité dimanche de France 2, Laurent Delahousse. Pour parler, on aurait pu imaginer qu'il vienne nous parler des dépenses publiques, on aurait pu imaginer qu'il vienne nous parler de la dette, on aurait pu imaginer qu'il vienne parler de plein de choses. En fait, il va venir parler de son roman, Fugue américaine, qui sort le 27 avril.
Alors, est-ce que c'est un coup de cœur ou un coup de gueule? C'est une interrogation. On peut dire coup de gueule parce que c'est un peu décalé dans le contexte. Oui. En même temps, coup de cœur aussi pour un ministre qui a beaucoup écrit. C'est pas son premier roman. Et puis un roman, ça s'écrit pas en 15 jours non plus. Donc, effectivement, ça sort dans un contexte très particulier. Mais finalement, c'est assez sympathique aussi d'avoir au gouvernement des gens qui écrivent, qui ont ce goût pour la littérature. Et apparemment, c'est pas un mauvais livre. Ça se passe dans le monde de la musique, du piano à New York. Et c'est aussi une relecture de la guerre froide. C'est bon, voilà. Oui, moi, je le lirai. Où trouve-t-il le temps? C'est ce que j'allais dire. Oui. Où trouve-t-il peut-être la nuit? Enfin, il fait ce qu'il veut de ses nuits en même temps. Oui, voilà. Oui, absolument. Maintenant, mais même la nuit, je pense qu'il a autre chose à faire en ce moment. Enfin, normalement, quand on en ce moment, mais encore une fois, un livre, ça s'écrit pas en 15 jours. Oui, mais là, je pense que dimanche soir, il a peut-être autre chose à faire. Alors, je suppose que Laurent Delahousse ne va pas lui parler que de son livre. Sans doute, oui. Franchement, ou alors c'est plus un journaliste. Mais je pense qu'il va lui parler globalement des sujets à côté. Mais aller annoncer quand vous êtes ministre que vous allez faire une émission de promotion un dimanche soir, 1 heure de grande écoute, quand vous êtes ministre de l'économie. Alors, il l'annonce pas, pardon. C'est France Télévisions qui parle du. Il laisse annoncer. Et puis il y sera. Sa présence. Voilà. Moi, je trouve ça quand même assez lunaire. Hein. Franchement, objectivement, c'est un peu lunaire, mais je trouve pas ça antipathique. J'ai failli le prendre comme coup de gueule, mais j'avais peur que ce soit trop populiste. Mais c'est délirant en fait. C'est absolument sidérant. Mais moi je le vois comme si on était à Versailles. Les marquis, alors que le peuple est dans les problèmes et que ça se bouge autour de la Bastille, les marquis se réunissent pour discuter des rubans qu'ils vont mettre sur les moutons. Le ministre de l'économie de la France, où on va avoir 20 à 23% d'inflation sur l'alimentaire, où on a 11 millions de pauvres, où on est dans une situation économique extrêmement difficile avec plus de 3 000 milliards de dettes publiques et une situation tendue en Europe à cause de la guerre en Ukraine et qui va être tendue avec la Chine. Normalement, c'est H24. Il devrait avoir du mal à trouver du temps pour dormir, en fait. Et ces gens-là, gouvernent en écrivant. Alors peut-être c'est pas lui qui l'a écrit. Alors, c'est encore plus. C'est encore plus. Alors ça veut dire qu'il a vraiment mis du temps. Non, mais en plus c'est un roman. Si c'était un message aux Français, si c'était quelque chose à raconter sur la situation actuelle, ça se défend. Mais là, il écrit un roman à côté. Jean-Luc, vous en pensez quoi? Pas sérieux. Encore un qui va se faire engueuler par le président, comme Madame Schiappa. C'est-à-dire, on n'est pas là pour parler de tout ça. On est là pour essayer de faire que le pays continue à avancer. Voilà. Et moi, je ne crois pas que Laurent Delahousse l'interrogera sur autre chose, puisque je regarde son émission régulièrement le dimanche. C'est toujours du culturel et par rapport à la personne et par rapport à sa vie personnelle, pas par rapport à la politique. Voilà. Bon, c'est très étonnant. Très, très étonnant, parce que ce garçon, Olivier Véran... le maire. Le maire, excusez-moi. Normalement, a de l'avenir, quelque part, au niveau politique. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est un ministre qui... Ce que dit Jean-Luc a raison, c'est que c'est un ministre qui dure, qui s'est inscrit dans la crise, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a proposé quelque chose, il a une vision, ça a plu à certaines personnes. Franchement, faire ça, c'est se décrédibiliser, mais totalement. Oui, les gens vont se dire, mais il n'a pas autre chose à faire que ça. On est dans une situation totalement incroyable à chaque fois, quoi. Je veux dire, ils savent pas quoi faire. Certes, ils ont pas beaucoup de pouvoir, les ministres, c'est vrai, mais quand même, il y a des attentes dans la population, plus que des attentes. Voilà. Bon, on est Georges. totalement. Mais voilà, c'est quelqu'un qui voulait mettre l'économie russe à genoux. Donc finalement, il a écrit un livre. Voilà. Et je vous signale dans Libération, Véronique Ovaldé, qui est une de nos bonnes écrivains françaises, qui a publié un texte sur Marlène Schiappa et qui est un angle un petit peu différent que moi j'avais relevé. C'est-à-dire que tout le monde a parlé des photos, personne n'a parlé du texte que j'ai trouvé d'une indigence absolue. Et elle dit, on se croirait au comptoir du Balto. On y apprend que New York est la ville qui ne dort jamais, que si elle a envie de sourire à un homme, elle sourira à un homme. L'interview est consternante, consternante. Et effectivement, quand on dit oui, mais il y a des hommes politiques qui ont donné des interviews, oui, c'est pas Norman Mailer. Donc lisez ce texte qui est assez intéressant, mais sur le fond. Donc j'espère que le livre de Bruno Le Maire sera meilleur et. Il écrit bien, non? Il a une jolie plume. Mais c'est vrai que ça pose question. Georges, votre coup de gueule alors? Alors mon coup de gueule, c'est quelque chose. Mais ça concerne Bruno Le Maire. Ça concerne. C'est quelque chose qui s'est passé avant-hier au Parlement européen. C'est la prise de parole de Joseph Borrell. Joseph Borrell, qui est le vice-président de la Commission européenne quand même et le porte-parole pour les questions de sécurité et d'affaires étrangères. Or, il ne trouve rien de mieux dans la situation tendue où on est
après que von der Leyen ait déclaré avant son voyage à Pékin que la Chine était un adversaire systémique, donc il déclare, il fait un discours en substance où il dit 4 choses, qu'il faut que l'Union européenne promeuve des changements de régime, entre autres en Chine, qu'il y ait moins d'échanges commerciaux avec la Chine, c'est-à-dire que qu'il y ait une promotion du séparatisme entre la Chine et Taïwan, et que on pousse la Chine à se séparer de son partenaire russe sur l'Ukraine. Je prends tourner de la manière dont c'est entendu à Pékin, c'est délirant. On est déjà dans un conflit grave géopolitique en Europe avec celui qui nous apporte le plus gros de nos ressources. Et maintenant, l'Union européenne se met en conflit avec, on se demande quoi dans le coffre, contre celui chez qui on a décidé pendant les 30 dernières années de délocaliser le gros de nos entreprises. Donc bon, c'est un peu lunaire. Ouais. Et je ne suis pas sûr que du côté chinois, on prenne très bien toutes ces manœuvres, tant aux États-Unis qu'en Europe. Ouais. On ne comprend pas en quoi c'est utile au peuple européen, en particulier français. Oui, une réaction, quelqu'un veut... Alors, moi, je rebondis sur le on est dans un conflit géopolitique en Europe avec celui qui nous apporte le plus gros de nos ressources. On est dans un conflit en Europe avec celui qui a envahi l'Ukraine, qui a envahi un pays européen. Donc on n'est pas responsable de ce conflit avec celui qui nous apporte le plus gros de nos ressources. Mais vous noterez que la Russie est un pays européen, comme l'Allemagne était un pays européen pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un pays européen qui agresse un autre pays européen. Donc effectivement, on se retrouve non pas en conflit, puisqu'on n'est pas en conflit direct, mais on soutient le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et en l'occurrence le droit des Ukrainiens à disposer d'eux-mêmes et à assumer leur identité ukrainienne. Je voulais dire, c'est qu'on est en conflit économique. Oui. Et on a décidé de déclarer la guerre aux États-Unis, donc on a un conflit économique. Jean-Luc, qui soit légitime ou pas. On s'aperçoit que l'Union européenne n'a pas de ligne politique, géopolitique. Entre le discours de M. Macron, le discours de Mme von der Leyen, le discours de M. Borrell, c'est pas les mêmes discours, c'est pas les mêmes positions. C'est des positions même totalement contradictoires. Donc pesons rien. Et donc, je ne crois pas que la Chine prenne ça très mal. Ils en ont rien à faire. Nous sommes des nains au niveau international, à ce niveau-là, l'Union européenne. Et je le dis malheureusement. C'est-à-dire que nous ne pesons pas, vu qu'effectivement, comme l'a dit Georges, clairement, l'Union européenne a plus besoin de la Chine que la Chine de l'Europe. Oui. Je sais pas. Mais Jean-Luc, je trouve qu'Emmanuel Macron, et pour une fois, comme je l'ai déjà fait, je soutiens là-dessus, a repris la voie gaullienne sur la question chinoise. Et c'est la position de la France. Il est président de la France, il n'est pas président d'autre chose. Pour une fois, il s'en souvient. Par contre, je trouve que du côté de l'Union européenne, entre von der Leyen, entre M. Borrell et les autres commissaires européens, on voit bien qu'il y a une ligne particulière et qui est suivie. C'est pas, ils disent pas des choses différentes, ils disent des choses conformes les uns aux autres, et depuis un certain temps. Donc ils ont décidé, on se demande bien quelle est la logique d'une mise en tension avec la Chine. Bon courage. Bon, écoutez... ils ont décidé aussi d'essayer de freiner cette alliance russo-chine, essayer que la Chine se sépare, prenne ses distances avec Moscou. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Non, c'est pas évident que ça marche, mais il faut tenter. Non, c'est pas évident, ouais. Mais il faut tenter. Jean-Luc, un dernier mot. Mais pour que ça marche, il faudrait une ligne de l'Union européenne qui soit la même entre les États-nations représentant l'Union européenne. Sauf que c'est pas la même. Ça n'est pas le cas. Ouais. Et la Chine le sait très bien que ça n'est pas le cas. Ouais. Pendant qu'on parlait, j'ai regardé le livre de Bruno Le Maire. Effectivement, Fugue américaine, ça a l'air intéressant. En tout cas, c'est passionnant. Oui. Ça se passe à Cuba. C'est le destin de Vladimir Horowitz. En tout cas, moi, ça me donne envie de le lire. Absolument. Voilà. Et moi, je lirai. Franchement. Oui. C'est roman de la musique, du choc culturel entre l'Est et l'Ouest. Fugue américaine. Réflexion sur la fragilité des êtres et sur leur incapacité à vivre. Bon, à suivre, on regardera de la housse dimanche. On se retrouve dans un instant, on va parler casserole, on va parler impopularité du président de la République. À tout de suite. Sud Radio jusqu'à 10h avec Jean-Luc Benamias, Alex Darmon, Geneviève Gotzinger et Georges Kuzmanovic. Alors Jean-Luc, votre coup de gueule? Non, mon coup de cœur. Coup de cœur, oui, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur pour les casseroles, quoi. Je veux dire, l'attaque récurrente contre ces outils absolument essentiels. On a vu ça, alors je dis ça, c'est plutôt drôle, mais les images qu'on a vues hier d'arrestation de casseroles, quoi, même de boîtes de conserve saisie de casseroles, étaient hilarant. On atteint un niveau gigantesque, totalement ubuesque par rapport à ce qui se passe dans le pays, quoi. Alors, ces images étaient plutôt drôles.
d'ailleurs, le rire de cette dame, si pour ceux qui ont regardé sur les réseaux sociaux ou à la télévision, était génial, quoi. Je veux dire, c'était totalement hallucinant. Et alors, encore plus hallucinant, c'est que quand on lisait le texte de la préfecture, il était assez clair. Les policiers ou les gendarmes n'ont fait que suivre le texte de la préfecture. Mais après, un arrêté interdit les dispositifs sonores portatifs. Oui. Et après, non, c'était ce pauvre, non. Le gendarme, qui était relativement poli d'ailleurs par rapport à ces dames. Bon, c'est vrai qu'il était entouré de LCI, TF1. Donc quand même, il ne pouvait pas vraiment réagir de manière... Il ne pouvait pas les tuer, ce que vous voulez dire. Non, je n'ai pas dit ça. Non, je plaisante. Je plaisante. Non, merci, moi aussi. Non, voilà. Mais vraiment, on atteint... C'est un niveau incroyable, quoi. Voilà, alors je viens d'écouter la publicité sur Sud Radio qui défendait d'ailleurs ces pauvres casseroles. Oui, parce que ça peut être utile aussi. Georges, ce qui est étonnant, c'est les ailes des gendarmes, parce que les préfets ont le droit de faire un arrêté préfectoral pour interdire les dispositifs sonores portatifs, c'est-à-dire les mégaphones et les sonos portables. Mais c'est ça qui, en fait... Mais est-ce que les casseroles rentrent dans le... Ils ne peuvent pas interdire les casseroles. Donc c'est une interprétation tout à fait étonnante des gendarmes qui ridiculisent le pouvoir exécutif et le préfet local. Interdire les sonos. Non, mais c'est fait quand les gens veulent manifester devant des hôpitaux et des trucs de ce genre. Mais dans le texte, c'est l'usage des dispositifs sonores portatifs ou émanant de véhicules non dûment autorisés, c'est-à-dire les klaxons. Donc coup de cœur. Non, ils ont interdit les camions sonos des syndicats. Oui, c'est ça, oui. Donc, écoutez, c'est tombé sur les casseroles. C'est tombé sur les casseroles. Emmanuel Macron, donc, hier, était en déambulation à Ganges. Sud Radio y était. Vous avez certainement entendu Jean-Jacques Bourdin. Et il a pu interviewer le président de la République. L'interview, d'ailleurs, vous pouvez la retrouver sur notre site et sur le Twitter de Sud Radio. Écoutez ce qu'il disait à propos de son impopularité. Nous sommes un pays unique, que j'aime au-delà de tout parce que je lui donne, je dirais ma vie, dans les temps heureux comme dans les temps plus difficiles. Mais c'est nous. Et donc, il faut tenir dans ces moments-là. Et je ne le mettrai pas sur le plan de l'amour. C'est pas, vous savez, quand on prend des responsabilités politiques, je pense que on cherche à être respecté et on cherche à ce que les gens aient confiance en vous quand les temps sont difficiles. Bon, c'est un peu... Lui aussi, il a raté une carrière. Il a raté une carrière de curé. Parce qu'il parle vraiment, quand il parle, j'entends un curé. C'est le ton est... En tout cas, tous les sondages, que ce soit notre IFOP fiducial pour Sud Radio, le LAB qui est paru ce matin dans le Parisien, il n'a jamais été aussi bas depuis la crise des Gilets jaunes. Il perd des points. La Première ministre aussi, Alex Darmon, c'est normal? Oui, c'est normal. C'est la suite logique des choses. Il s'y attendait. Il savait qu'en faisant cette réforme, il allait être impopulaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il l'a fait qu'un an après son élection présidentielle. C'est d'abord parce que il a rien à perdre, puisqu'il sera pas candidat en 2027 normalement, et deuxièmement parce que il se dit qu'il va pouvoir récupérer de la bande passante et aller au contact des Français comme il fait depuis avant-hier pour récupérer un peu de popularité. Maintenant, la vérité c'est que les images qu'on voit à la télévision, quand on le voit aller rencontrer les Français, je pense qu'elles lui font plus de mal que de bien. C'est-à-dire que on le traite quasiment de dictateur, de facho. Ouais. Alors c'est pas les termes qu'on entend, hein, mais c'est cette corrompu. De corrompu, les ministres corrompus et tout. Ce sont des images qui vont lui faire du mal et qui vont faire du mal à son gouvernement aussi derrière. Donc bon courage à lui pour s'en relever. Et, après, on peut pas lui enlever une certaine forme de courage parce qu'il va voir ces Français qu'il contredit aussi les propos quand on le traite, quand on dit qu'il est pas démocrate, parce que ça sert bien beaucoup le fait qu'il soit pas démocrate. Bon s'il était pas démocrate et qu'on n'était pas dans une démocratie, le président de la République ne pourrait pas être à 20 cm de vous et échanger et débattre avec vous, que ça plaise ou pas aux gens. Ça c'est la vérité. Je suis désolé. On pourrait pas faire ça aujourd'hui en Russie ou dans d'autres dictatures. Donc bon, on verra ce que ça va donner, mais le problème c'est que la stratégie n'est peut-être pas la bonne, mais qu'à mon avis il n'y en a pas d'autre et il n'y a pas d'autre ouverture. Ouais, je pense de toute façon, il n'a pas le choix. Bon, d'abord, ça correspond à sa nature, à son caractère d'aller au contact, donc il y va, il continuera d'y aller, il n'a pas le choix. Il parie sur un retournement à un moment de l'opinion. Est-ce que l'opinion va... ça fait rire Jean-Luc. Ça fait rire Jean-Luc. Oui, mais bon...
c'est un pari, encore une fois. Hein, on n'est absolument pas sûr qu'il le gagne, il n'est pas sûr de le gagner, mais c'est comme tous les paris. Il peut pas se calfeutrer de toute façon. Il faut qu'il continue à aller au contact de cette manière. Il le fera, en espérant qu'à un moment, ça sera tellement excessif, cette haine sera tellement excessive qu'un certain nombre de personnes reviendront à une analyse un peu plus rationnelle de la situation politique. Bernard Sananès de l'Institut ELAB dit l'impopularité, tous les présidents l'ont connu, Emmanuel Macron lui connaît l'hostilité. Alors, on l'a évoqué avec Frédéric Dabi hier, Nicolas Sarkozy aussi, François Hollande. Oui, François Hollande n'a même pas été en mesure de se représenter. François Hollande n'a même pas été en mesure. Mais pas de la même manière, effectivement. Vous rigolez, Nicolas Sarkozy, c'était pas de la même manière. Enfin, Nicolas Sarkozy, vous voulez qu'on reparle de quand il avait été à Bayonne, que pareil, on demandait aux gens de pas avancer, de pas manifester contre lui, on lui balançait des trucs. Nicolas Sarkozy, c'est peut-être même à sa pire période, pire qu'Emmanuel Macron, parce que lui-même n'allait pas à la rencontre des Français. Ça c'est la vérité. Aujourd'hui, Emmanuel Macron va à la rencontre des Français, donc je vous dis, les images ne lui font pas du bien. N'empêche qu'il y a des images, qu'on le voit parler et échanger avec les Français, ne pas être d'accord. Et que les médias ne montrent pas tellement d'ailleurs. Jean-Luc. Il y a une sélection des gens qui peuvent passer entre les policiers et les gendarmes. Heureusement, Jean-Luc. Heureusement. Mais je dis pas le contraire. Je dis il y a une sélection. Mais même avec cette sélection de gens choisis. On a vu ça à Ganges hier et après dans un village en Alsace. En Alsace, mais aussi hier. Il y a toujours des personnes. Et pour moi, c'est une grande première à ce niveau-là. Plus que pour Sarkozy, plus que pour Hollande, plus que pour M. Chirac, eh bien, il y a les gens... Alors hier, c'est plus poli qu'en Alsace, nous sommes d'accord. Mais il y a des gens qui viennent et qui s'expriment, et qui lui disent « Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous n'écoutez pas la majorité des Français par rapport au refus de cette loi retraite ?» Et clairement, ça peut pas... Cette situation... c'est mon point de vue, ne peut pas durer ad vitam aeternam. Ça n'est pas possible. Il ne peut pas continuer à avoir... lui et son gouvernement ne peuvent pas continuer à avoir une opposition aussi importante, aussi nette dans la population. Ça n'est pas possible. Il y a un côté ingérable. Vous allez voir encore ça aujourd'hui. Les ministres, vous l'avez dit tout à l'heure au journal de Sud Radio, un des ministres ne peut pas se déplacer. Madame Borne, vous allez voir aujourd'hui, ce sera pareil. Elle pourra se déplacer, certes, mais elle aura une opposition qui s'exprimera bruyamment avec des casseroles ou sans casseroles. Donc voilà, on est dans une situation impossible à ce niveau-là. Oui. Et ça, c'est une première quand même par rapport à Nicolas Sarkozy. C'est une première parce qu'il y a à l'Assemblée nationale aujourd'hui deux groupes parlementaires, enfin en tout cas un, parce que le Rassemblement national est beaucoup plus calme, mais un groupe parlementaire qui attise les tensions aussi, la NUPES, enfin qui a aussi un comportement à l'intérieur de l'hémicycle qui renvoie à cette violence à l'extérieur. Oui, Georges. Ouais. Pas d'accord. Je pense que le niveau de haine contre Emmanuel Macron est inégalé. Je pense qu'il n'y a pas eu une telle haine. Et quand on rencontre les Français, en particulier dans les milieux populaires, hors des séquences médiatiques, c'est très violent. Et je pense que le gouvernement Emmanuel Macron prend une trajectoire extrêmement dangereuse pour lui-même et pour le pays. C'est-à-dire qu'on est dans une situation, je répète, on a 3 000 milliards de dettes publiques, autant des ménages et des entreprises. On va avoir une inflation catastrophique, on a 164 milliards de déficit de la balance commerciale, etc., etc., etc. Ne parlons pas de la crise énergétique. Et ce qui est opposé, ce sont des réformes, encore une fois néolibérales, et de la communication. Ouais. À un moment donné, ça va craquer. Je ne sais pas quand, mais c'est la marmite bout, les casseroles, ça bout dans les casseroles, et les choix du gouvernement, c'est-à-dire de refaire ce qu'il a fait au moment des Gilets jaunes, où il a été largement sauvé par la Covid qui est arrivée derrière, moi je me mets en scène au milieu des gens et je leur réexplique ce qu'ils sont stupides. Oui, mais en gros c'est un peu ce qu'il fait. Il sort et il veut parler aux gens pour leur expliquer. Franchement, effectivement, vous voulez qu'il fasse quoi d'autre, premièrement, et deuxièmement, c'est toujours plus facile d'analyser sur le moment que d'analyser sur l'histoire. Nicolas Sarkozy, rappelez-vous, Nicolas Sarkozy, il était détesté, vraiment. C'est-à-dire qu'il se baladait, les gens voulaient quasiment venir aux mains avec lui. Vous vous rappelez avec les pêcheurs?
Quand il va défier le pêcheur en disant viens me le dire en haut. Sarkozy était aimé, je vous dis que celui-là est. D'accord, mais vous dites qu'il n'y a jamais eu un tel niveau d'hostilité. Moi, je suis pas d'accord. Alors, disons, pour faire la comparaison, Louis XVI était peut-être moins mal aimé que Louis XV, mais c'est lui qui a mal terminé. D'accord, si vous voulez. J'espère qu'on n'en arrivera pas. Je pense qu'il y a une accumulation et que l'accumulation faite sous Sarkozy, François Hollande et les autres tombe malheureusement sur le pauvre Macron. Alors, le président de la République a fait des annonces en ce qui concerne l'école hier, donc. Vous ouvrez une porte et vous l'enfoncez, vous mettez, donnez un nouvel élan à notre école, mieux reconnaître le travail des enseignants, regagner la confiance des parents. Oui, c'est formidable. Après avoir échangé les enseignants, donc il dit instruction obligatoire dès 3 ans, c'est plus ou moins déjà le cas, dédoublement des classes de CP, CE1 dans les quartiers difficiles. Moi, il y a un truc, c'est proposer à chaque élève de 6e 1 heure d'accompagnement supplémentaire en maths et en français. Et puis, voilà, proposer aux professeurs des écoles d'intervenir au collège pour mieux accompagner les élèves de 6e, comme apprendre à lire. C'est-à-dire que on acte aujourd'hui qu'en 6e, on ne sait pas lire. Remettre les maths, donc voilà, il y a plein de choses. Ouvrir le pass culture au 6e, 5e, déployer, enfin, c'est un peu en rase gratis, hein, et effectivement, remplacer les profs absents du jour au lendemain. Je ne sais pas comment il va faire. Et après, il a proposé effectivement d'augmenter le salaire des enseignants. Aucun enseignant titulaire à la rentrée ne commencera à moins de 2 000 euros net par mois. Et puis que chacun aura droit à une augmentation entre 100 et 230 euros net. Il l'avait déjà annoncé. Hein. Oui, mais... Il y a un an, il l'avait déjà annoncé. La fiscalisation, oui. Depuis, il y a eu l'inflation. Donc c'est quoi? C'est de la com? Non mais ça reste à vérifier en tous les cas. Ce qui reste à vérifier, c'est que ce soit mis en place. C'est bien beau toujours ces annonces, évidemment, qu'aucun enseignant ne va cracher sur 100, 150, 200 euros, évidemment, même s'il y a l'inflation et que tout ça n'a plus la même valeur qu'il y a un an. Mais tout ça reste encore une fois à vérifier et à valider. Les annonces, ça ne suffit pas. Les gens ne croient plus aux annonces. Quant à ce que vous venez de dire, ce que tu viens de dire, Valérie, sur le fait que les enseignants de primaire vont aller au collège, mais enfin, les enseignants de primaire travaillent déjà un temps absolument extrêmement conséquent. Ils n'ont pas le temps de faire ça, ça n'existe pas dans la vraie vie. Non, mais c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il ne s'attaque pas au problème fondamental qui est le niveau des enseignants aujourd'hui aussi. C'est le recrutement où on voit que le niveau n'est peut-être pas celui, plus personne veut faire prof aujourd'hui. Mais il annonce des choses, mais on ne sait pas comment il va faire. Lutte contre le harcèlement à l'école et sur les réseaux sociaux. Ah ouais, c'est super. Non, mais ils ont fait des choses déjà. Oui, ils ont fait des choses, mais pourquoi il l'annonce voilà. Hier, ce qu'on retient de sa visite, c'est simplement le salaire des professeurs. C'est le salaire des profs. C'est pour ça qu'il y allait. C'était pour parler de pouvoir d'achat. Et là, il propose en l'occurrence à des professeurs d'augmenter leur salaire. Moi, personnellement, c'est pas ce que je retiens de la visite d'hier. Et ce que je retiens de la visite d'hier, c'est que ce gouvernement aujourd'hui est dramatique parce que vous avez un ministre de l'Éducation nationale qui est à côté, qui n'ouvre pas la bouche, que c'est comme ça depuis le début qu'il a été nommé. La semaine dernière, il était au César des lycéens. Emmanuel Macron se fait lyncher par un réalisateur et vous voyez un ministre de l'Éducation qui ne prend même pas la défense, qui ne se lève pas, qui ne prend pas la défense. Et hier, il est là et il dit rien. Vous n'entendez rien, aucune proposition de ce ministre de l'Éducation nationale. Franchement, c'est dramatique quand vous comparez. On n'aimait pas Jean-Michel Blanquer pour certains professeurs, mais quand vous parlez avec eux, parce que j'ai fait des documentaires là-dessus, au moins ils vous disaient, au moins avec Jean-Michel Blanquer, il y avait des débats, on pouvait s'énerver, on pouvait s'exciter, il était inflexible, mais au moins on le rencontrait et on parlait. Aujourd'hui, à l'Éducation nationale, qui est quand même le premier budget de l'État, il ne se passe absolument rien. Donc Alex, c'est bien de la communication, parce que Pape Ndiaye, qu'on aime, qu'on n'aime pas, je suis pas un grand fan, mais c'est quelqu'un d'intelligent qui s'est exprimé. S'il a envie de s'exprimer, il pourrait s'exprimer. Donc c'est décidé qu'il ne parle pas. Donc, on met Emmanuel Macron pour qu'il reconquiert en popularité. Et là, il faisait une bonne annonce, comme l'a dit Jean-Luc. Alors attendez, on va y revenir dans un instant. Petite pause sur Sud Radio, 9h43, tout de suite. Sud Radio, 9h-10h, Valérie Expert. Nous parlions de l'école, des annonces faites par Emmanuel Macron. Effectivement, ce qui a été retenu en grande partie, ce sont ces 100 à 230 euros nets par mois en plus pour les enseignants. Est-ce que ça va suffire à sauver l'école? Jean-Luc, vous vouliez réagir à ce que nous disions? Oui, sur M. Pape Ndiaye. Je me demande tous les jours ce qu'il est allé faire dans cette galère. Plus muet que lui, ça n'existe pas.
il était directeur du musée de l'immigration. C'est un type, je crois qu'il a du talent, du savoir, de l'expérience. Il sert à rien. Il a repris en main du Conseil des sages de la laïcité, avec des nominations pour le moins contestées et contestables, un certain nombre de prises de position qui ont étonné, en tout cas d'un point de vue qui tranche avec celle de Jean-Michel Blanquer, donc il fait des petits trucs en douce quand même. Je note là particulièrement Alain Policart qui a été choisi. Oui, absolument. C'est sidérant. Mais il est sur la ligne de Pape Ndiaye. Alain Policart est un intellectuel qui est quand même très critique sur plus que critique sur la laïcité et qui a une vision communautariste qui est comme celle de Pape Ndiaye, qui est influencée par la gauche américaine et qui est un des éléments destructeurs de notre communauté nationale, de ce qu'est la France, son identité. On est un pays où la laïcité c'est important et ce sont des gens qui trouvent que le modèle le meilleur, c'est celui des pays anglo-saxons. Ou que je sache, si on regarde bien ce qui s'y passe, c'est pas un immense succès en termes, y compris de racisme. C'est même bien pire que chez nous. Oui, il a dit, ce monsieur, tolérer le port du foulard ne veut pas dire l'approuver. Bon, voilà, donc lui, il n'a pas dit que ça. Mais Pape Ndiaye suit son agenda politique à lui. Donc il sert à rien, mais il fait quand même des choses. Il fait un travail de sape contre la laïcité, qui est pas formidable, quoi. Je ne sais pas s'il fait un travail de sape contre la laïcité. Je sais pas. Enfin, on l'accuse beaucoup de wokisme, de communautarisme. Ces nominations-là ne vont pas dans le sens d'une laïcité franche. Oui, je suis d'accord avec ça. Après, je suis pas certaine qu'il poursuive son propre agenda politique. Moi, ce qui m'étonne surtout, c'est qu'il soit aussi inexistant. Enfin, ce qui m'étonne, c'est l'inexistence de ce gouvernement aussi plus largement. Ça, les ministres invisibles. Des ministres absolument invisibles, à l'exception de Darmanin, à l'exception un peu de Bruno Le Maire, dont on parlait tout à l'heure. Ils sont 3 ou 4 qu'on connaît. Darmanin. J'assiste un petit peu à la Policart, comme déclare. Sans que nous y prêtions une suffisante attention, ces 2 dernières décennies, le plus souvent à partir de la question du voile islamique, la laïcité est devenue en France un marqueur identitaire, une religion civile hostile à l'expression de l'appartenance religieuse dans la sphère publique. Pour un sage du Conseil de la laïcité, c'est en plane. Vous avez sans doute raison, mais moi je suis pas au courant de ça pour le coup, j'avoue. Mais moi je suis un peu d'accord avec Geneviève. Ce qui m'ennuie plus, c'est qu'il n'intervient pas sur aucun sujet. Ça c'est très ennuyeux. Et sa nomination, c'est quand même. Et sur l'éducation et sa nomination, faut se dire les choses. Elle est venue rétablir un équilibre après 5 ans de Jean-Michel Blanquer. Le président de la République voulait envoyer un autre signal et il a été chercher Pape Ndiaye qui est quelqu'un de brillant. Quand vous parlez avec lui, c'est quelqu'un de brillant, vraiment hyper intelligent, qui dirigeait le musée de l'immigration et qui a fait un travail remarquable. Mais effectivement, je suis d'accord avec Jean-Luc, qu'est-ce qu'il est venu faire là-dedans ? Ça renvoie juste à une chose, ce gouvernement. L'état de la politique actuelle, toutes ces choses-là renvoient juste à une chose. Marlène Schiappa qui pose dans un magazine. Tout ça renvoie au fait que, je suis désolé, mais ça va énerver peut-être ce que je veux dire, mais la politique est un métier. C'est-à-dire que quand vous êtes homme ou femme politique, que vous êtes ministre, député, sénateur, c'est quelque chose qu'il faut travailler, qu'il faut apprendre. Tous ces gens qu'on a en face de nous, que ça soit la majorité, mais même l'opposition, les gens à l'Assemblée nationale, ce sont, Macron le disait à l'époque, le président de la République Macron le disait à l'époque, soyez fiers des amateurs, ce sont des amateurs. Et en fait, c'est pour ça que le pays va mal aujourd'hui. Et quand on nomme quelqu'un comme Pape Ndiaye à l'éducation nationale, qui encore une fois est le premier poste de défense de notre pays, de dépense de notre pays, et qui ne se passe rien depuis 1 an, parce qu'il ne se passe rien. Non. Ça annonce pas des bons jours. Je peux pousser plus loin l'analyse d'Alex. Oui, la politique, c'est un métier. Et le problème, peut-être aussi du président de la République lui-même aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas suivi le cursus de ce métier. Et que donc, il comprend pas la France, en fait. Et pourquoi est-ce qu'il comprend pas la France ? Ses prédécesseurs avaient été élus. François Hollande a été maire de Tulle. Ils ont tous été maires avant lui. Et en fait, je pense que quand vous êtes maire, vous apprenez la France parce que vous êtes en contact quotidien avec des gens qui vous posent des problèmes extrêmement concrets. Et ces problèmes-là, il les a jamais connus, il les a jamais appréhendés, il les a jamais ressentis. Et aujourd'hui, donc, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Je pense que c'est fondamental. Mais il y a aussi le fait de mener des politiques qui sont contradictoires avec les intérêts de la nation et de ce qu'il faudrait faire pour le peuple. Ça a un prix aussi. Oui, mais attendez, il a été élu pour ça. Après, on peut en débattre. Oui, mais enfin, on peut en débattre. On peut pas être d'accord sur l'élection, sur le mode de fonctionnement. Mais c'est aussi ça, être démocrate. C'est
C'est-à-dire, la démocratie, c'est vous êtes candidat, vous proposez un programme, la majorité vote pour vous, après ils l'appliquent, qu'on soit d'accord, pas d'accord. Bien évidemment qu'on a le droit de pas être d'accord et de manifester. Alex, mais la démocratie, c'est ça. J'ai pas dit qu'on n'est pas en démocratie. C'est la différence entre la légalité. Il est parfaitement légalement élu et tout ce qu'il fait est légal, mais il y a une différence avec la légitimité. C'est quand même un vieux débat en politique et dans le droit, et plus légitime du tout. Et les politiques qu'ils mènent ne sont pas légitimes et nous mènent dans le mur. Et je pense que le peuple le sent bien, en dehors de l'incompétence, tant à gauche qu'à droite ou au gouvernement, de gens qui devraient s'occuper d'autre chose. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure de M. Bruno Le Maire, il aurait dû faire romancier. Je suis pas complètement d'accord avec cette distinction. Je vois pas en quoi il n'est pas illégitime. L'élection confère la légitimité, la légalité et la légitimité. On est dans un système de démocratie représentative. On élit des députés, on élit un président de la République et ensuite on l'élit sur un programme et il décline ce programme. Et voilà. On n'a pas élu M. Macron sur un programme. On a élu M. Macron, on le répète régulièrement, parce qu'en face, il y avait Mme Marine Le Pen. Il a été élu au second tour par rapport au fait de ne pas avoir le pire à la tête de l'État. Et alors, ça veut dire quoi, Jean-Luc? Ça veut dire qu'il doit à la fois appliquer son programme et celui de la NUPES qu'il a élu. Enfin, ne soyons pas délirants. Il a été élu pour appliquer. Il applique son programme. C'est logique. Enfin. Est-ce parler de la NUPES? Non, mais la NUPES, les Républicains. C'est ce que lui dit la NUPES. C'est ce que lui disent les gens de la NUPES. Hier, il y a eu un échange avec une femme qui lui disait ça. La NUPES défend son programme et ses positions. C'est normal. Mais ceux qui ont élu M. Emmanuel Macron au second tour, il l'a dit lui-même au soir du second tour, il a oublié qu'il l'avait dit, je sais bien que je n'ai pas été élu sur mon programme. Mais c'est pas un délinquant, excusez-moi. C'est quand même gênant de dire que parce qu'il fait voter une réforme des retraites qu'il a proposée dans son programme, il n'a pas respecté, il respecte pas les Français. Il l'a dit lui-même. Non mais attendez. Alex, c'est la différence entre légalité et légitimité. J'ai compris. Mais dans ces cas-là, on a un problème. Et enfin, c'est pas un problème. C'est peut-être qu'on a envie d'autre chose en France. Peut-être qu'il faut une 6e République. Peut-être qu'il faut changer tout le modèle politique. Et dans ces cas-là, vous avez des candidats qui proposent ce nouveau modèle, qui proposent cette nouvelle République. Eh bien, votez pour eux. Que les gens aillent voter pour eux. Et là, on pourra reposer le débat. Et moi, je suis pas du tout contre. Au contraire, je pense qu'effectivement, la démocratie, le système est peut-être à bout de souffle. Mais on peut pas dire légitime, pas légitime, illégal, légal. Il peut pas appliquer son programme. Dans ces cas-là, on arrête tous de faire de la politique. On arrête de se réunir le matin ici à Sud Radio pour débattre des programmes des uns et des autres. Et en fait, on vote par personne, ce qu'on fait depuis longtemps en France, pour des personnes contre d'autres personnes. On écoute, Alex. On écoute la population un peu plus. On apaise le pays. On fait que ce pays ne parte pas dans tous les sens, comme en ce moment. On apaise, on continue. Je vais pas paraphraser Monsieur Laurent Berger, mais clairement, un garçon comme Laurent Berger, qui n'est pas un opposant historique à ce qui se passe dans la République française par rapport aux différents gouvernements, quand il s'exprime, il dit mais apaisons. Et l'intersyndicale continue à dire cela. À ce niveau-là, on écoute, on entend. On arrête d'avoir un pays qui continue à être totalement désordonné, totalement dans une... On ne sait pas, personne ne sait autour de cette table et ailleurs où va le pays en ce moment. Personne ne sait. Non mais l'illégitimité n'est pas que sur Emmanuel Macron ou son gouvernement. Non mais moi je parle d'illégitimité. L'illégitimité vient du fait que tous les mots dont on parle, sur l'école, l'hôpital, la police, la sécurité, l'immigration, tout vient d'une dérégulation généralisée néolibérale, entre autres venant de l'Union européenne depuis 40 ans, avec des gouvernements qui se succèdent et font les mêmes politiques. Je pense, moi, que le pays en a marre et voit bien que ça ne va pas dans la bonne direction et que Emmanuel Macron n'est pas le seul, mais il continue dans cette voie-là avec les politiques qu'il propose. Et c'est en ce sens-là que c'est de plus en plus légitime. Et j'ai peur que malheureusement ça tourne mal, soit dans une élection, soit autrement. Ouais. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous, merci à tous les quatre. Dans un instant, nous allons recevoir Alexandra Redamiel, la patronne des divertissements de France Télévisions et surtout la présidente de l'UER en ce qui concerne l'Eurovision. C'est la première fois qu'elle s'exprime depuis le drame national de Lazara. Vous allez voir, on a enregistré cette interview hier après-midi et c'est donc la première fois qu'elle s'exprime sur le sujet, sur le choix de cette chanteuse et sur ce drame national du fait qu'elle n'ait pas pu se présenter à une des représentations qui étaient prévues. Mais apparemment, je pense qu'elle sera là le 13 mai. C'est à suivre. Bonne journée à ceux qui doivent aller travailler. À tout de suite. Sud Radio.